Bien, alors nous allons reprendre et donc en travaillant sur un certain nombre de systèmes de la langue parmi les plus, disons, représentatifs de la théorie guillaumienne, et en particulier donc en premier lieu le système du mot. Alors, c'est donc là une application directe, vous voyez, du tenseur binaire radical, où on retrouve l'universel 1, le particulier, l'universel 2. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais comme il y a un universel au départ et un universel d'arrivée, on les distingue simplement en disant universel 1, universel 2, l'universel qui est le point de départ, et l'universel 2 qui est l'universel point d'arrivée. Dans le cas du mot, on a donc un schéma qui vise à rendre compte du processus de construction du mot. Au niveau de la langue, bien sûr. On n'est pas du tout au niveau du discours ici. Les systèmes sont, au fond, les entités qui existent au niveau de la langue. Ce qu'il y a dans une langue, ou dans la langue, ou dans une langue, oui, pour Guillaume, ce sont des systèmes. En fait, alors, le système du mot, donc, il suppose une opération de particularisation ou de singularisation. Quel est le sens de cette opération? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on part d'un universel ici qui est l'ensemble de tout ce qui est pensable, l'universel du pensable, et qu'on aboutit ici à une chose particulière qui va être pensée. Donc par exemple, si je veux parler d'une chaise, je vais sélectionner dans l'ensemble du pensable un concept particulier qui va être le concept de chaise. Et vous voyez que l'idée de parcours en direction d'une particularisation, c'est l'idée de la succession des hyperonymes et des hyponymes. C'est-à-dire que on va avoir, disons, si le terme le plus proche ici du pôle universel, ce serait le terme de chose ou d'entité. Ensuite, on va avoir objet. Ensuite, objet fabriqué, par exemple. Ensuite, meuble. Ensuite, meuble pour s'asseoir. Et ensuite, chaise. Vous voyez? Donc, en fait, on a bien quand même quelque chose comme une idée de particularisation, puisqu'on a une idée qu'on part de quelque chose de très général et qu'on va parcourir en termes d'inclusion successive, enfin, pour aller vers quelque chose qui est un particulier. Bon. Alors, c'est un particulier, bien sûr, conceptuel. Quand je dis que j'aboutis au concept de chaise, au terme de la première phase ici, qui est nommée idéogénèse, donc genèse de l'idée, genèse du concept, si vous voulez, quand je dis que j'aboutis au concept chaise, je n'aboutis pas à une chaise particulière, j'aboutis à un concept particulier, qui donc, en tant que concept, a une extension et une intention, et ce que vise ici à schématiser la flèche descendante vers le particulier, c'est par conséquent une réduction de l'extension conceptuelle. On part ici de l'universel vers une extension maximale pour aller vers une extension de plus en plus restreinte. D'accord ? Mais on pourrait arrêter le processus plus ou moins tôt ou tard. Mais quand on aboutit au concept, on n'a pas encore un mot. On n'a qu'un concept. Et justement, un concept, la différence avec un mot, si j'ose dire, c'est qu'un concept, c'est ni un nom, ni un verbe, ni... Le concept de courir, il est le même dans la course, courir, coureur, etc. C'est le même concept, si vous voulez. Mais un mot de la langue, il appartient nécessairement à une partie du discours.
Donc la deuxième phase de construction du mot, après la construction, si vous voulez, du signifié lexical du mot, c'est la construction de son signifié grammatical, ce que Guillaume appelle la morphogénèse, qui fait donc que cette particularité conceptuelle redevient une sorte de généralité ou d'universel, parce que le mot chaise, aussi particulier qu'il soit en tant que concept, lorsqu'il devient un substantif, devient, si j'ose dire, un substantif comme tous les autres. Donc, n'est qu'un substantif en général. Donc, est reversé dans les catégories générales des parties du discours, c'est-à-dire du pensable en langue. Donc il y a l'universel du pensable conceptuel sans les langues, si l'on veut, hein, et ensuite l'universel du pensable en langue. Et en langue, ça veut dire que là, on n'a plus des concepts, hein, mais on a des mots. Et des mots, ça veut dire peut-être un contenu conceptuel, mais aussi des propriétés en termes de partie du discours, par exemple. Donc au cours de cette morphogénèse vont être attribuées toutes sortes de propriétés qui dépendent de la partie du discours obtenue. Hein. Si on a un adjectif, on va dans la morphogénèse avoir des propriétés qui vont permettre l'accord en genre, en nombre. Si on a un verbe, on va avoir des propriétés au plan de la morphogénèse qui vont être liées à sa conjugaison, à sa transitivité, à toutes sortes de choses comme ça. Voyez ? Donc, le système du mot, disons que le geste théorique qu'effectue Guillaume ici, c'est de conserver son idée d'une tension universalisation-particularisation et d'essayer de faire entrer donc le système du mot à l'intérieur de cette conceptualisation. Bon, on pourrait considérer, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des réactions, je vais vous laisser la parole si vous le souhaitez, mais il me semble quand même que la première partie, disons, le fait qu'on particularise en termes de réduction d'extension, c'est assez convaincant. L'idée que là, ce soit un mouvement de généralisation parce que le concept devient une partie du discours en général, c'est peut-être plus difficile à défendre. On a peut-être l'impression ici que la pensée est un peu forcée pour que ça corresponde au modèle préétabli. Hein. Donc ça mériterait peut-être d'être un peu plus approfondi, mais malgré tout, c'est un schéma qui est accepté comme tel par la majorité des guillaumiens. Mais pas pour autant qu'on ne peut pas avoir un regard critique. Oui ? En fait, pour les deux universels, est-ce que nous sommes là les mêmes universels ? Bien, non, justement, les deux universels ne sont pas du même ordre. Cet universel-là, c'est un universel conceptuel, disons, oui, qui se décrit en termes uniquement d'extension conceptuelle, bon, au moins en termes d'extension conceptuelle. Cet universel-là se décrit en termes de propriétés grammaticales. Si vous voulez, on pourrait dire peut-être que ces universels sont un peu comme des mondes, quoi. Il y a un monde des concepts, et puis un monde des propriétés grammaticales, ou un monde des propriétés conceptuelles et un monde des propriétés grammaticales. Et l'universel 2, c'est donc l'universel qui correspond au monde des propriétés grammaticales. Bien. Donc, idéogénèse, qui est un mouvement de particularisation, et morphogénèse, qui est un mouvement de généralisation. Et donc, à la fin, on aboutit donc à, par exemple, au mot chaise, etc. Donc, si je prends, par exemple, l'idée de courir, je prends le verbe courir, le substantif course, le nom coureur, on va avoir dans les deux cas
la même idéogénèse, mais des morphogénèses différentes. L'idéogénèse de l'idée de courir va arriver à l'issue de son seuil de particularisation, va enchaîner sur soit une généralisation au plan de la morphogénèse qui va aboutir à un substantif, coureur, soit à un verbe, ça va être une autre morphogénèse, courir, soit à un substantif, la course. Soit un autre substantif, la course. Bien, alors, le système qui s'adapte le mieux, je trouve, à ce schéma du tenseur binaire, et il faudrait que je vérifie, mais je pense ne pas me tromper en disant que Guillaume a élaboré ce concept binaire dans son œuvre à partir, et donc ce tenseur binaire qu'il a ensuite essayé d'appliquer à toutes sortes de domaines, dont le système du mot, il y est arrivé à partir de l'analyse de l'article. Dans une deuxième étape de l'analyse de l'article, je vous ai parlé tout à l'heure du livre Le problème de l'article et sa solution dans la langue française. Ce schéma n'apparaît pas dans ce livre, il est beaucoup plus tardif. L'approche de l'article dans ce livre de Guillaume de 1919, donc Le problème de l'article, est une approche d'un style assez différent. Et là, c'est une théorisation ultérieure. Mais il me semble que de la même manière, si vous voulez, que l'idée générale que les représentations prennent du temps est venue d'un travail sur le système des temps et des verbes chez Guillaume, eh bien, cette idée qu'un schéma général universel, singulier, singulier, universel est présent partout dans les systèmes de la langue vient de l'analyse du système de l'article. Bon, je vérifierai pour être sûr de ce que je dis, mais je vous le confirmerai la semaine prochaine. Parce que peut-être un petit doute, il ne faut quand même pas dire n'importe quoi. Bon, alors, là ça fonctionne très très bien, faut reconnaître. Comment cela fonctionne-t-il? Bon, et là ça nous permettra de bien comprendre la notion de signifié de puissance, de signifié d'effet. On a donc un universel et un particulier, comme dans... oui, là j'ai un peu mélangé dans le schéma le couple universel-singulier. Normalement, on oppose universel-singulier ou général-particulier. Là, j'ai universel-particulier, mais peu importe, puisque, comme je l'ai dit, la distinction entre universel et général ou particulier et singulier n'a pas d'importance chez Guillaume. On pourrait lui en donner une, mais en l'occurrence, dans son œuvre, elle n'en a pas, à mon avis. Vous voyez qu'ici, la première tension, qui va de l'universel au particulier, est présentée comme rendant compte du sens de l'article indéfini 1. Tandis que la seconde tension, qui va du particulier au général, est présentée comme rendant compte du sens de l'article défini le. Alors, vous voyez un peu, déjà, avant que je vous explique les éléments vous permettant de comprendre cela, vous avez déjà l'idée là de ce qu'est pour Guillaume un signifié de puissance. Le signifié de puissance de l'article 1, c'est-à-dire, au fond, le sens de l'article 1, c'est pour Guillaume un pur mouvement qui va vers le particulier, un mouvement de particularisation. Et le sens de l'article le, c'est un mouvement de généralisation. Alors, comment il le justifie? Il y a deux étapes dans le raisonnement. Une première étape qui vise à expliquer à quoi correspondent l'universel et le particulier dans les deux cas, 1 et le. Et puis une deuxième étape qui va expliquer pourquoi 1 part de l'universel pour aller au particulier et le part du particulier pour aller à l'universel et pas le contraire. D'accord? Donc d'abord la première étape. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? À quoi peut bien correspondre l'idée qu'il y a des emplois de l'article 1 qui correspondent à une saisie proche de l'universel et d'autres emplois de l'article 1 qui correspondent à une saisie proche du particulier ou du singulier? À quoi ça peut correspondre dans les emplois de l'article, à votre avis?
Ça correspond tout simplement à la distinction entre les emplois génériques et les emplois spécifiques. L'article indéfini 1 peut être employé dans un sens qu'on dit générique, si vous dites par exemple « un enfant doit respecter ses parents ». Un enfant, c'est un enfant en général. D'accord ? En revanche, si vous dites « un enfant entra dans la pièce et prit une chaise », il ne s'agit plus d'un enfant en général, mais d'un enfant bien particulier. Donc, on dira que, par rapport au signifié de puissance que représente ce mouvement de particularisation, eh bien, une interruption précoce, une saisie. Tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la linguistique de position. C'est ça. Il y a un processus et il y a des saisies qui sont des moments où on arrête ce processus. C'est ça l'idée de Génie de Guillaume. C'est de dire que c'est de renvoyer les représentations, de prendre en considération dans le concept de représentation sa dimension de processus, et de dire que dans une représentation, si c'est un processus, ça prend du temps, et si la représentation, elle prend moins de temps, ou plus de temps, elle aura des propriétés différentes. C'est ça l'idée. Donc, là, vous allez avoir, si vous admettez donc que l'article indéfini 1 correspond à un mouvement de particularisation, une saisie précoce de ce mouvement de particularisation va vous situer à proximité du pôle général, donc livrer un signifié d'effet générique. Donc par rapport au signifié de puissance qui est le mouvement lui-même de particularisation, vous allez avoir un premier signifié d'effet, numéroté 1 ici, qui est l'emploi générique de l'article indéfini 1. Et si le processus se poursuit, on avance à proximité du particulier, et à ce moment-là, on a un emploi spécifique de l'article indéfini, du type « un enfant entra dans la pièce ». Bien, on peut faire exactement le même raisonnement avec l'article défini « le », parce que je vais avoir un emploi spécifique de l'article défini « le », numéroté 3 ici. Si je dis l'enfant entra et prit une chaise, mais je vais avoir une saisie générique si elle est plus tardive dans le mouvement de généralisation, si je dis l'homme est mortel, par exemple. Donc c'est l'homme en général, cette fois-ci. Bien. Donc, pour récapituler, on a deux mouvements. Un mouvement de particularisation qui est le signifié de puissance de l'article 1. Selon ce mouvement de particularisation, une interruption précoce livre un signifié d'effet générique, une saisie tardive livre un signifié d'effet spécifique, emploi spécifique de l'article indéfini. Inversement, comme l'article défini le est défini par un signifié de puissance qui est un mouvement de généralisation, une interruption précoce de ce mouvement va livrer une saisie spécifique de l'article le, l'homme entra et s'assit au coin du feu, tandis qu'une interruption tardive va livrer un signifié générique, donc l'homme est mortel par exemple. Il reste donc maintenant à justifier pourquoi on considère que 1 est un mouvement de particularisation et le un mouvement de généralisation. Parce qu'avec ce que je viens d'expliquer, au fond, on ne voit pas pourquoi on aurait une particularisation plutôt qu'une généralisation dans 1 et la même chose dans le. Ce qu'on a expliqué en termes de générique et spécifique s'applique aux deux. Bien. Alors, les arguments qui plaident en faveur, il y a un certain nombre d'arguments qui justifient cette orientation. Le principal, le plus convaincant, c'est l'observation du type de généricité qu'on obtient selon les articles considérés. Bon, il y a depuis un certain nombre d'années un certain nombre de travaux plus récents sur la généricité, mais rien qu'à partir de Guillaume, on peut déjà dire un certain nombre de choses. Ce que je vais défendre comme idée là, c'est l'idée que
le générique, le 1 générique, n'est pas de même nature que le générique. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre un enfant doit respecter ses parents et l'homme est mortel? Dans les deux cas, on a l'impression qu'on a une généralité. Eh bien, ce que les guillaumiens considèrent et retiennent, c'est que la généralité obtenue avec l'article indéfini 1 est toujours orientée vers le particulier. Pourquoi elle est orientée vers le particulier? Parce que, par exemple, imaginez que vous soyez dans une situation, vous êtes avec un enfant, qui est votre enfant, mettons, et qui fait une bêtise, et vous voulez le réprimander. Vous allez lui dire, par exemple, non, il ne faut pas faire ça, etc. Un enfant doit respecter ses parents. D'accord? Vous pourrez dire ça en le visant lui, en le visant comme un cas particulier de cette espèce de maxime générale que vous allez exprimer avec l'article indéfini. Mais jamais vous ne pourrez dire, dans cette situation-là, ah oui, écoute, ça va pas du tout, il ne faut pas faire ça, l'enfant doit respecter ses parents. Ce serait extrêmement étrange de dire une chose comme ça. On comprend bien que le générique du type l'homme est mortel, l'enfant doit respecter ses parents, produit une généricité qui est vraiment complète, qui n'est absolument pas limitée ni orientée vers le particulier. Bon, il y a d'autres façons de décrire ces deux types de généricité, mais généricité qui passe, disons, par la considération des singularités ou pas, mais peu importe, dans tous les cas, il y a des arguments pour dire que cette généralité-là, de l'article 1, elle a quelque chose à voir avec le particulier quand même. Autrement dit, elle regarde en direction du particulier. Tandis que la généricité obtenue avec le est une généricité beaucoup plus complète, qui regarde vers l'universel en quelque sorte. Donc il y a un générique qui est générique mais orienté quand même vers du particulier, et un générique qui est orienté vers l'universel. Bon, si on admet ça, ça suffit pour expliquer cette répartition. Non. Mais il y a un autre argument, qui est l'argument des valeurs anaphoriques. Parce que il se trouve donc que vous pouvez employer l'article défini-le d'une manière anaphorique, c'est-à-dire en reprenant un segment antérieur. Un étudiant a fait ceci, et puis plus loin vous dites l'étudiant. Bon. Donc, le permet de rappeler quelque chose qui a été introduit précédemment avec l'article indéfini 1. Mais l'inverse n'est pas possible. 1 introduit forcément un référent nouveau. Le rappelle quelque chose qui a déjà été introduit. Donc c'est un deuxième argument qui plaide en faveur du fait que, du point de vue des représentations, l'article indéfini 1 précède l'article défini le. D'accord ? Alors, vous voyez que ce schéma fonctionne bien. Il suppose, il y a toute une discussion au sein des guillaumiens, qu'il peut y avoir des saisies intermédiaires, c'est-à-dire entre le générique complet et le particulier, il peut y avoir des choses un petit peu plus complètes. Bon. Alors, évidemment, c'est une description incomplète du système de l'article, puisqu'il manque ici le pluriel, il manque l'article partitif, l'article 0. Bon. Il y a d'autres articles de Guillaume ou de ses successeurs sur ces sujets, mais là, si vous voulez, c'est le noyau du système, c'est la base du système, et c'est une illustration, me semble-t-il, assez parlante de son schéma.